Le contrôle de nos vies. Noam Chomsky. Il a été linguiste, philosophe, politologue et activiste américain. Il est professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology. Le contrôle de nos vies. Il n'est pas exagéré de dire que les efforts pour contrôler nos vies sont un problème récurrent dans l'histoire du monde, avec un accent particulier sur les siècles récents, théâtre de grands changements dans les relations humaines et dans l'ordre mondial. Cette question est trop intense pour être abordée dans son intégralité ici, c'est pourquoi je me concentrerai tout d'abord uniquement sur les manifestations actuelles de ces efforts et dans ses racines, avec un œil sur ce qui pourrait arriver. Je le ferai dans une perspective globale, certainement l'espace dans lequel ces questions se posent. Au cours de l'année écoulée, les enjeux mondiaux ont été appréhendés en termes liés à la notion de souveraineté, c'est-à-dire le droit des entités politiques à suivre leur propre cours, qui peuvent être inoffensifs ou néfastes, et le faire sans ingérence extérieure. Dans le monde réel, l'ingérence se produit par des puissances extrêmement concentrées, dont le siège est aux États-Unis. Cette puissance mondiale concentrée porte différents noms, selon l'aspect de la souveraineté et de la liberté que l'on a à l'esprit. Ainsi, il est parfois appelé consensus de Washington, ou du complexe Wall Street Treasury, ou de l'OTAN, ou de la bureaucratie économique internationale, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et le FMI, ou G7, les pays riches, occidentaux et industriels, ou G3 ou, peut-être mieux GL. D'un point de vue plus profond, nous pourrions décrire ces pouvoirs comme une poignée de grands entreprises, souvent liées par des alliances stratégiques qui gèrent une économie mondiale qui constitue, en fait, une sorte de mercantilisme d'entreprise qui tend à l'oligopole dans la plupart des secteurs, ouvertement alliés au pouvoir de l'État dans sa tâche de socialisation des risques et des coûts et pour l'assujettissement des récalcitrants éléments. Au cours de l'année écoulée, des questions de souveraineté se sont posées dans deux camps. L'un concerne le droit souverain d'être à l'abri d'une intervention militaire. Ici des problèmes se posent dans un ordre mondial fondé sur des États souverains. Deuxièmement, il y a la question des droits souverains du point de vue de l'intervention socio-économique. Ces problèmes surviennent dans un monde dominé par les multinationales, en particulier les institutions financières, et par un cadre global qui a été construit pour servir leurs intérêts. Par exemple, certains de ces problèmes sont apparus à l'improviste à Seattle en novembre dernier. En ce qui concerne les interventions militaires, c'était un enjeu majeur l'année dernière. Deux cas ont reçu une signification et une attention particulière, le Timor oriental et le Kosovo, dans l'ordre inverse, ce qui est intéressant, car cela inverse le calendrier et le sens. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet si l'espace le permettait. Mais ici, je vais traiter la deuxième question et je vais mettre l'accent sur elle, c'est-à-dire sur la souveraineté, la liberté et les droits de l'homme. Tels sont les enjeux qui ressortent dans le champ socio-économique. Pour commencer, il convient de faire une remarque générale, la souveraineté n'est pas une valeur en soi. Elle n'est une valeur que dans la mesure où elle relie la liberté et les droits, en les renforçant ou en les affaiblissant. J'aimerais tenir pour acquis quelque chose qui peut sembler évident, mais qui est en fait controversé. Lorsque nous parlons de liberté et de droit, le concept d'êtres humains vient à l'esprit, c'est-à-dire de personnes en chair et en os, et non d'abstraction politique ou de construction juridique telles que des entreprises, des États ou des capitaux. Si ces entités ont des droits, ce qui est discutable, ils doivent découler des droits du peuple. C'est le cœur de la doctrine libérale, et elle est combattue par les secteurs les plus riches et les plus privilégiés, et cela est vrai tant dans le domaine politique que socio-économique. Dans le domaine de la politique, le mot d'ordre usuel est, mais le schéma de fonctionnement est bien différent du mot d'ordre, puisqu'il consiste à considérer le peuple comme un ennemi dangereux. Elle doit être contrôlée, pour son propre bien. Ces considérations remontent à plusieurs siècles, aux premières révolutions démocratiques modernes, au XVIe siècle en Angleterre et un siècle plus tard dans les colonies nord-américaines. Dans les deux cas, les démocrates ont été vaincus par tous les moyens, mais pas complètement ni pour toujours. Au XVIe siècle, en Angleterre, une grande partie de la population ne voulait être dominée ni par le roi ni par le Parlement. Rappelons que ce sont les deux prétendants dans la version standard de la guerre civile mais, comme dans la plupart des guerres civiles, une bonne partie de la population ne voulait ni l'un ni l'autre. Tal como se leía en su panfleto, queriam ser gobernados por gente del campo como nosotros,
que conocen nuestras necesidades, no porque os inoble qua nos imponen leyes, son elegido por mido, nos operimen, y no conocen los mails des gens. Ces mêmes idées ont animé les agriculteurs rebelles des colonies un siècle plus tard, mais le système constitutionnel a été conçu tout à fait différemment. A été construit pour bloquer une telle hérésie. L'objectif était de protéger les quelques riches contre le plus grand nombre et d'encourager le plus grand nombre et de veiller à ce que le pays soit gouverné par ceux qui le possèdent. Ce sont les mots du dirigeant agricole James Madison et du président du Congrès continental et premier juge de la Cour suprême, John Jay. Cette conception a prévalu, mais les conflits ont continué. Ils ont continuellement pris de nouvelles formes, en fait ils sont ouverts, et malgré tout, la doctrine élitiste reste essentiellement inchangée. Déjà au XXe siècle, la population était perçue comme ignorante et mal élevée, se mêle de tout, son rôle est celui de spectateur, et non de participant, sauf lors de ces occasions périodiques où il faut choisir entre le responsable du pouvoir privé. À convoquer des élections. Lors des élections, l'opinion publique est considérée comme essentiellement non pertinente si elle entre en conflit avec les exigences de la minorité riche qui possède le pays. Un exemple frappant, et il y en a beaucoup, concerne l'ordre économique international, avec les soi-disant accords commerciaux. La plupart de ces choses sont fortement opposées par le grand public, comme le montrent clairement les sondages, mais ces questions ne se posent pas lors des élections. Ils n'apparaissent pas parce que les centres de pouvoir, la minorité opulente, restent unis dans la défense de l'institutionnalisation de un ordre socio-économique particulier. Ces problèmes n'apparaissent donc pas. Ce qui est discuté, ne t'en fais pas trop. C'est tout à fait normal, et fait sens dès lors que le rôle du citoyen, en tant qu'ignorant et grossier qui se mêle de tout, est simplement celui d'un spectateur. Si les citoyens, comme c'est souvent le cas, essaient de s'organiser et de s'impliquer dans la politique pour participer, pour faire pression sur leurs préoccupations, alors il y a un problème. Ce n'est pas la démocratie, c'est une crise de la démocratie et il faut la surmonter. Toutes ces citations proviennent de libéraux, de l'aile progressiste du spectre idéologique moderne, mais les principes sont à peu près les mêmes. Les 25 dernières années ont été une de ces périodes, qui viennent de temps en temps, d'une importante campagne organisée pour tenter de surmonter ce qui est perçu comme une crise de la démocratie et de réduire le citoyen à son rôle de spectateur apathique, passif et obéissant. La politique c'est comme ça. Des choses similaires se produisent dans le domaine socio-économique. Des conflits similaires se déroulent en parallèle depuis longtemps. Au début de la révolution industrielle en Amérique, il y a 150 ans en Nouvelle-Angleterre, il y avait une presse ouvrière très active et indépendante, dirigée par de jeunes femmes de ferme ou d'ateliers d'artisanat de village. Ils ont condamné la dégradation et la subordination du nouveau système industriel émerge, qui obligeait les gens à louer pour survivre. Il convient de rappeler que le salaire n'était pas considéré comme très différent de l'esclavage déjà à cette époque, et pas seulement par les ouvriers d'usine, mais aussi par une grande partie de l'intellectuel dominant, comme Abraham Lincoln, ou le Parti républicain, ou même le New York. Les éditoriaux du Times, ils ont dû oublier. La classe ouvrière s'opposait au retour de ce qu'on appelait les principes monarchiques dans le système industriel et exigeait que ceux qui travaillaient dans les usines les possèdent, évoquant l'esprit du républicanisme. Il dénonçait ce qu'il appelait le nouvel esprit du temps, s'enrichir et tout oublier sauf soi, une vision avilissante de la vie humaine qu'il faut inculquer dans les esprits sans ménager aucun effort, ce qui s'est en fait produit depuis des siècles. Durant el siglo XX, la literatura sobre la industria de la communicación publica no proporciona una rica e instructiva retaila de instrucción sobre cómo implementar el nuevo espíritu de la época mediante la création de necesidades, ou bien à travers de régir la opinion publica du même manière dont une armée gouverne le corps de ses soldats, et induisant une philosophie de la futilité, et un manque d'objectif dans la vie, concentrant l'attention humaine sur la compagnie. Les plus superficielles, celles liées en grande partie à la consommation de mode. Si cela est possible, alors les gens accepteront leur vie insignifiante et subalterne, qui leur convient, et ainsi ils empêcheront les idées subversives de prendre le contrôle de leur vie. Il s'agit d'un projet majeur d'ingénierie sociale. Il en est ainsi depuis des siècles, mais il s'est intensifié et a pris une plus grande ampleur depuis le siècle dernier. Il existe de nombreuses façons de le mettre en œuvre. Certains sont ceux que j'ai déjà indiqués et il serait redondant d'illustrer.
d'autres incluent l'atteinte à la sécurité, et ici nous pouvons trouver plusieurs façons. Une façon de saper la sécurité est de menacer de perdre des emplois. L'une des plus grandes conséquences est qu'il convient d'assumer rationnellement des objectifs des accords commerciaux mal nommés, je souligne mal nommés parce qu'il ne s'agit pas d'accords de libre-échange, puisqu'ils contiennent des éléments anti-marché forts, de nature variée, et strictus sensu non ce sont des accords, puisque les gens s'en soucient et s'y opposent largement. Une des conséquences de ces projets est de faciliter la menace, qui n'a pas besoin d'être réelle, parfois la menace suffit, de perte d'emploi, ce qui est un bon moyen de discipliner en sapant la sécurité. Un autre stratagème est la promotion de ce qu'on appelle la flexibilité du marché du travail. Permettez-moi de citer la Banque mondiale, qui met les choses au clair. Il dit, l'augmentation de la flexibilité sur le marché du travail, malgré sa mauvaise réputation, et malgré le fait qu'elle ait été adoptée comme euphémisme pour baisser les salaires et licencier, ce qui est exactement ce qu'elle est essentielle pour toutes les régions du monde, les réformes les plus importantes concernent la levée des restrictions à la mobilité de la main-d'œuvre et à la flexibilité des salaires, ainsi que le découplage des services sociaux des contrats de travail. Cela signifie réduire les avantages et les droits acquis depuis plusieurs générations et après un dur combat. Lorsqu'il parle d'assouplir les restrictions sur la flexibilité des salaires, il parle de flexibilité à la baisse et non de flexibilité à la hausse. Lorsqu'on parle de mobilité de la main-d'œuvre, il n'est pas fait référence au droit des personnes de se déplacer où elles veulent, comme l'a toujours affirmé la théorie du marché libre, depuis Adam Smith, mais plutôt au droit de licencier des travailleurs lorsque cela convient à la version actuelle de la mondialisation. Basée sur les investisseurs. Les capitaux et les entreprises doivent avoir la liberté de mouvement, mais pas les personnes, car leurs droits sont secondaires, anecdotiques. Ces réformes essentielles, comme les appelle la Banque mondiale, sont imposées dans une grande partie du monde comme condition du feu vert de la Banque mondiale et du FMI. Dans les pays industrialisés, ils sont introduits d'une manière différente et ils ont également prouvé leur efficacité. Alan Greenspan a témoigné devant le Congrès que l'insécurité croissante des travailleurs a été un facteur majeur dans ce qu'on a appelé le conte de fées de l'économie. Il maintient l'inflation à un faible niveau, car les travailleurs ont peur d'exiger plus de salaires et d'avantages sociaux. Ils ne sont pas sûrs. Cela devient clair si nous examinons les statistiques. Au cours des 25 dernières années, en cette période de retrait de la crise de la démocratie, les salaires ont stagné ou baissé pour la plupart de la main-d'œuvre, pour les travailleurs non qualifiés, et les heures de travail ont augmenté de façon spectaculaire. Ceci est, bien sûr, discuté dans la presse économique, qui le décrit comme un développement souhaité d'une importance transcendante, avec des travailleurs contraints d'abandonner leur mode de vie luxueux, alors que les bénéfices des entreprises sont superlatifs et prodigieux. Wall Street Journal, Business Week et Fortune. Dans les dépendances, les mesures sont moins délicates. L'un d'eux est la soi-disant crise de la dette, non imputable au programme de la Banque mondiale et du FMI, et aussi au fait que la partie riche du tiers-monde est, pour la plupart, exempte d'obligations sociales. C'est radicalement vrai en Amérique latine, et constitue l'un des principaux problèmes. La crise de la dette est réelle, mais allons un peu plus loin. Il ne s'agit en aucun cas d'un simple fait économique. C'est, au sens large, une destruction idéologique. Ce qu'on a appelé la dette pourrait être facilement surmonté de plusieurs manières élémentaires. Une façon de le surmonter serait de revoir le principe capitaliste selon lequel l'emprunteur doit payer et le prêteur doit prendre le risque. Ainsi, par exemple, si quelqu'un me prête de l'argent et que je l'envoie à ma banque à Zurich et que j'achète une Mercedes, et qu'ensuite quelqu'un vient me demander de l'argent, bien sûr, je ne peux pas dire « Désolé, je ne l'ai pas. Prends-le à mon voisin ». Bien qu'on veuille prendre le risque du prêt, il est clair qu'on ne peut pas dire « mon voisin paiera pour moi ». Cependant, dans les négociations internationales, cela fonctionne comme cela. C'est de cela qu'il s'agit dans la crise de la dette. La dette ne doit pas être payée par les gens qui ont emprunté, les dictateurs militaires et leurs copains, les riches et les privilégiés que nous avons soutenus dans des sociétés hautement autoritaires, ils n'ont pas à payer. Prenons par exemple le cas de l'Indonésie, où la dette actuelle est de 140% du PIB. L'argent a été accordé à la dictature militaire et à ses amis et probablement l'esprit atteint peut-être 200 personnes de l'environnement extérieur, mais il est payé par la population à travers de dures mesures d'austérité. Les prêteurs sont protégés contre les risques pour la plupart.
Ils utilisent l'argent résultant du transfert du risque à la société à travers divers coûter les stratégies de socialisation en les transférant aux contribuables du Nord. C'est l'une des fonctions du FMI. La même chose se produit en Amérique latine. L'énorme dette latino-américaine ne peut pas être considérée comme quelque chose de très différent de la fuite des capitaux d'Amérique latine, ce qui suggère un moyen simple de gérer la dette, ou du moins une grande partie de celle-ci, tant que quelqu'un croit au principe capitaliste ci-dessus. Ce qui est inacceptable, bien sûr, puisqu'il met l'accent sur les mauvaises personnes, sur la minorité aisée. Il existe d'autres moyens d'éliminer la dette et il suggère également qu'il s'agit d'une construction idéologique. Une autre méthode, en dehors du principe capitaliste, est le principe de droit international introduit par les États-Unis lorsque, selon les livres d'histoire, ils ont libéré Cuba, c'est-à-dire lorsqu'ils l'ont conquise pour l'empêcher de se libérer de l'Espagne en 1898. Une fois libérés, les États-Unis annulent leur dette envers l'Espagne au motif parfaitement raisonnable que la dette a été imposée sans le consentement de la population, qu'elle a été imposée dans des conditions coercitives. Ce principe est entré dans le droit international, essentiellement à la demande des États-Unis, et s'appelle le « principe de la dette odieuse ». Une dette odieuse est invalide, elle n'a pas à être payée. Cela a été reconnu par le directeur exécutif américain du FMI, si ce principe était accessible aux victimes, et pas seulement aux riches, la dette du tiers-monde s'évaporerait en grande partie, puisqu'elle est invalide. C'est une dette odieuse. Mais cela n'arrivera pas. La dette odieuse est une arme de contrôle très puissante qui ne peut être abandonnée. Pour environ la moitié de la population mondiale, à l'heure actuelle et grâce à cette méthode, leurs politiques économiques nationales sont dirigées par des bureaucrates à Washington. De plus, la moitié de la population mondiale, pas la même qu'avant, bien que cela puisse se chevaucher, est soumise à des sanctions américaines unilatérales, ce qui constitue une forme de coercition économique qui, une fois de plus, porte gravement atteinte à la souveraineté et a été condamnée à plusieurs reprises, très récemment encore, par les Nations Unies comme inacceptable. Mais cela ne semble pas avoir d'importance. Parmi les pays riches, il existe d'autres moyens d'obtenir des résultats similaires. J'y reviendrai plus tard, mais d'abord un mot sur quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, les stratégies utilisées dans les dépendances peuvent être extrêmement brutales. Les jésuites ont organisé une conférence à San Salvador il y a quelques années. On parlait de terrorisme d'État dans les années 1980 et de sa continuation à travers les politiques socio-économiques imposées par les vainqueurs. La conférence a pris bonne note de ce qu'elle a appelé la « culture de la terreur » résiduelle, qui perdure après le déclin de la terreur de facto et a pour effet de « dompter les attentes des » la majorité, qui abandonne toute idée d'alternative aux revendications des puissants. Ils ont appris leur leçon, il n'y a pas d'alternative, Tina, comme disait la phrase cruelle de Maggie Thatcher. L'idée qu'il n'y a pas d'alternative est le slogan habituel dans la version commerciale de la mondialisation. Dans les dépendances, les grandes réalisations des opérations terroristes ont consisté à anéantir les espoirs qui avaient surgi, en Amérique latine et en Amérique centrale au cours des années 1970, aux mains des organisations populaires de toute la région, et aussi de l'Église, dont l'option, pour les pauvres lui vaut de sévères châtiments pour s'être écarté du droit chemin. Parfois, les leçons sur le passé sont réécrites avec plus de soin et sur un ton plus mesuré. Aujourd'hui, il y a un torrent de complaisance à propos de notre succès à inspirer la vague de démocratie dans nos dépendances latino-américaines. Ce sujet est traité. Sinon, et plus prudemment, dans une revue académique d'un spécialiste du sujet, Tilomaque Reuters, qui écrit, comme il le dit, d'un point de vue de l'intérieur, puisqu'il a travaillé dans l'administration Reagan sur le programme du département d'État à renforcer la démocratie, comme il l'appelait. Reuters estime que Washington avait de bonnes intentions, mais reconnaît que, dans la pratique, l'administration Reagan a cherché à maintenir un ordre minimum dans des sociétés pas très démocratiques et à éviter des changements fondés sur le populisme. Et comme ses prédécesseurs, il a adopté des politiques pro-démocratiques comme moyen de réduire la pression sur les tentatives de changement plus radicales, mais n'a inévitablement recherché que des changements démocratiques limités et discrets qui ne compromettaient pas les structures démocratiques traditionnelles de pouvoir avec lesquels les États-Unis sont depuis longtemps alliés. Il aurait été plus juste de dire que les structures de pouvoir traditionnelles avec lesquelles les structures de pouvoir traditionnelles de l'Amérique sont depuis longtemps des alliés, et ce serait plus exact.
Carothers lui-même n'est pas satisfait du résultat, mais décrit ce qu'il appelle la critique libérale comme faible dans ses fondements. Une telle critique laisse l'ancien des débats non résolus, dit-il, en raison de sa sempiternelle faiblesse. Cette faiblesse pérenne consiste à n'offrir aucune alternative à la politique de restauration des structures traditionnelles du pouvoir, en l'occurrence par la terreur meurtrière qui a laissé quelques 200 000 cadavres dans les années 1980 et des millions de réfugiés, blessés et orphelins dans des sociétés dévastées. Tina réapparaît. Le même dilemme apparaît de l'autre côté du spectre politique. Le principal spécialiste de l'Amérique latine du président Carter, Robert Pastor, est loin de cette vision pacifique. Il explique dans un livre intéressant pourquoi l'administration Carter a dû soutenir le régime meurtrier et corrompu de Somoza jusqu'à sa fin amère, lorsque même les structures de pouvoir traditionnelles ont tourné le dos aux dictateurs. Les États-Unis, l'administration Carter, devait essayer de maintenir la garde nationale qu'il avait formée et entraînée et qui attaquait sa population, avec une brutalité qu'une nation réserve normalement à ses ennemis, écrit-il. Tout cela a été fait en appliquant le principe Tina. Voici pourquoi, les États-Unis ne voulaient pas contrôler le Nicaragua ou d'autres pays de la région, mais ils ne voulaient pas non plus de résultats indépendants de leur volonté. Il voulait que le Nicaragua agisse de manière indépendante, sauf, souligné par lui, si cela affectait négativement les intérêts américains. Les États-Unis. Ainsi, en d'autres termes, les Latino-Américains seraient libres d'agir selon leurs souhaits. En d'autres termes, nous voulons qu'ils soient libres de choisir, à moins qu'ils ne soient enclins à des options que nous ne voulons pas, auquel cas nous serons contraints de restaurer les structures traditionnelles de pouvoir par la violence, si nécessaire. C'est le côté le plus progressiste et le plus libéral de l'échiquier politique. Il y a des voix à l'extérieur du ventilateur, je ne vais pas le nier. Par exemple, il y a une idée selon laquelle les gens devraient avoir le droit de participer aux décisions qui changent continuellement leur mode de vie dans l'essentiel, qu'ils ne voient pas leurs espoirs cruellement déçus dans un ordre global où les politiques et le pouvoir financier est concentré, tandis que les marchés financiers fluctuent de manière erratique, avec des conséquences dévastatrices pour les pauvres, les élections peuvent être truquées, et les aspects négatifs et autres sont considérés comme complètement hors de propos, par les puissants. Ces citations sont tirées d'un certain extrémiste radical du Vatican, dont le message annuel du Nouvel An a été à peine rapporté par la presse nationale, et sont certainement des alternatives qui ne sont pas à l'ordre du jour. Pourquoi y a-t-il un tel consensus que l'Amérique latine, et par extension le monde, n'est pas autorisé à exercer sa souveraineté, c'est-à-dire à prendre le contrôle de sa vie? Au niveau mondial, de manière analogue, c'est la peur intrinsèque de la démocratie. En fait, cette question a été posée des modes souvent très illustratifs. D'abord, dans l'ensemble des documents internes dont nous disposons, nous sommes dans un pays assez libre, nous avons un riche dossier de documents déclassifiés, dont certains très instructifs. L'argument qui les parcourt est illustré de manière irréfutable par l'un des cas les plus importants, une conférence continentale que les États-Unis convoquèrent en février 1945 pour imposer ce qu'on appela la Charte économique des Amériques, qui fut l'une des pierres angulaires de le monde d'après-guerre toujours en vigueur. La Charte appelait à la fin du nationalisme économique, c'est-à-dire la souveraineté, sous toutes ses formes. Les latino-américains devraient éviter ce qu'on appelle un développement industriel excessif qui concurrencerait les intérêts américains, bien qu'ils puissent accéder à un développement complémentaire. Ainsi, le Brésil pouvait produire l'acier à bas prix qui n'intéressait pas les entreprises américaines. Il était crucial de protéger nos ressources, comme l'écrivait George Kennan, même si cela nécessitait des États policiers. Washington a eu du mal à faire appliquer la charte. Au département d'État, en interne, il l'avait clairement soulevé, les latino-américains ont fait le mauvais choix. Ils appelaient à la mise en œuvre de politiques destinées à améliorer la répartition des revenus et à élever le niveau de vie des masses, et étaient dans la conviction que les premiers bénéficiaires du développement des ressources d'un pays devraient être les peuples de la pays, non. C'était inacceptable, donc l'exercice de la souveraineté ne pouvait pas être autorisé. Ils peuvent être libres, mais libres de faire les bons choix. Ce message a été régulièrement rappelé avec force, épisode après épisode, jusqu'à aujourd'hui. Je citerai quelques exemples. Le Guatemala a connu un bref intermède de démocratie, écourté par un coup d'État américain, présenté aux citoyens comme une défense contre les Russes. Quelque chose d'exotique, mais c'était comme ça.
En interne, la poussée était différente et la menace était perçue d'une manière plus réelle. Voici comment il le voyait: les programmes économiques et sociaux du gouvernement élu se souvenaient des aspirations des ouvriers et des paysans, et inspiraient la loyauté et défendaient les intérêts des Guatémaltèques les plus consciencieux. Pire encore, le gouvernement guatémaltèque était devenu une menace croissante pour la stabilité du Honduras et du Salvador. Sa réforme agraire était une puissante arme de propagande, ses vastes programmes sociaux pour aider les ouvriers et les paysans, dans une lutte victorieuse contre les classes supérieures et les grandes entreprises étrangères jouissaient d'un grand prestige parmi la population des pays voisins d'Amérique centrale où des conditions similaires existaient. La solution militaire était donc nécessaire. Il a duré 40 ans et a laissé la même culture de la terreur que ses voisins d'Amérique centrale. La même chose s'est produite à Cuba, un autre cas d'actualité. Lorsque les États-Unis ont secrètement pris la décision de déposer le gouvernement cubain en 1960, le raisonnement était à peu près le même. C'est ce qu'explique l'historien Arthur Schlesinger, qui a résumé pour le président Kennedy l'étude d'une mission en Amérique latine dans un rapport secret. La menace cubaine, selon la mission, consistait en la propagation de l'idée de Castro de résoudre ses propres affaires. Il s'agit d'une maladie qui pourrait infecter le reste de l'Amérique latine, explique Schlesinger, où les pauvres et les exclus, c'est-à-dire presque le monde entier, poussés par l'exemple de la révolution cubaine, réclament des opportunités pour une vie décente. La vie. Il fallait donc faire quelque chose, et vous savez ce qui a été fait. Qu'en est-il de la connexion soviétique ? Il était ainsi mentionné dans le rapport: pendant ce temps, l'Union soviétique se fait plaisir, accordant des prêts importants pour le développement, et se présentant comme le modèle à suivre pour réaliser la modernisation en une seule génération. Eh bien, c'était la menace. La menace de prendre leur vie sous son contrôle, et doit être détruite par le terrorisme et l'étranglement économique, comme cela se poursuit aujourd'hui. Tout cela est totalement indépendant de la guerre froide. Sûrement aujourd'hui, il est pris pour acquis, sans même des documents secrets. Les mêmes préoccupations post-guerre froide ont conduit au démantèlement rapide de la brève expérience démocratique d'Haïti par les présidents Bush et Clinton, à la suite des interventions passées. Les mêmes préoccupations sont à la base des accords commerciaux, comme l'ALENA 3 par exemple. Il convient de rappeler qu'à cette époque la propagande disait que ce serait une merveilleuse bénédiction pour la classe ouvrière des trois pays, Canada, États-Unis et Mexique. Ces idées ont été discrètement abandonnées peu de temps après, quand ce qui s'y trouvait a été vu. Ce qui était évident dès le début a finalement été accepté. L'objectif était d'enfermer le Mexique dans les réformes des années 1980, qui ont drastiquement réduit les salaires et enrichi un petit secteur d'investisseurs étrangers. Les préoccupations sous-jacentes ont été exprimées. Lors d'une conférence à Washington sur les stratégies de développement en Amérique latine en 1990. Il a été averti qu'une démocratie ouverte mettrait à l'épreuve le pari d'introniser un gouvernement plus intéressé à défier les États-Unis dans les aspects économiques et nationalistes. Signalons qu'il s'agit de la même menace de 1945, surmontée depuis en enfermant le Mexique dans des obligations dérivées de traités. Ces mêmes raisons sous-tendent un demi-siècle de la torture et la terreur, non seulement dans l'hémisphère occidental, elles sont également au cœur des accords sur les droits des investisseurs qui sont imposés sous cette forme spécifique de mondialisation conçue par le lien de pouvoir entre l'État et les entreprises. Mais revenons au point de départ, la question résolue de la liberté et des droits, et par conséquent de la souveraineté qui en découle. Est-ce inhérent aux gens charnels et des os, ou seulement aux riches et aux privilégiés? Ou même des constructions abstraites comme des entreprises, ou des capitaux, ou des États. Au siècle dernier, l'idée que de telles entités, droits spéciaux sur les personnes a été vigoureusement défendue. Les exemples les plus frappants sont le bolchevisme, le fascisme et l'idée d'entreprise privée, qui est une forme de tyrannie privatisée. Deux de ces systèmes se sont effondrés. Le troisième est bel et bien vivant sous la bannière de TINA, il n'y a pas d'alternative au système émerge de mercantilisme des entreprises d'État déguisées en euphémismes comme la mondialisation ou le libre-échange. Il y a un siècle, pendant les premières étapes de la prise de contrôle de l'Amérique par les entreprises, la discussion de ces questions était assez ouverte. Les conservateurs ont dénoncé le processus, le décrivant comme un retour au féodalisme et une forme de communisme, ce qui n'est pas une analogie inappropriée.
Les origines intellectuelles étaient similaires, basées sur l'idée néo-hegélienne du droit des entités organiques, ainsi que sur la croyance en la nécessité d'une gestion centralisée de systèmes chaotiques, tels que les marchés, totalement incontrôlables. Il convient de retenir l'idée que dans ce que l'on appelle aujourd'hui une économie de libre-échange, une très grande partie des transactions internationales, appelées commerce de tromperie, probablement environ 70% d'entre elles, se font en fait au sein d'institutions à gestion centralisée, entre entreprises et entre les alliances commerciales. Sans parler d'autres formes de distorsion radicale du marché. La critique conservatrice, j'utilise le terme conservateur dans un sens traditionnel, de tels conservateurs n'existent guère aujourd'hui, a été reprise par les progressistes libéraux à l'extrémité du spectre politique au début du XXe siècle, peut-être le plus célèbre étant John Dewey, un grand philosophe social américain dont le travail portait sur les questions de démocratie. Il a fait valoir que les formes démocratiques ont peu d'entité lorsque la vie du pays, production, commerce, médias, est dominée par des tyrannies privées dans un système qu'il a appelé féodalisme industriel. Dans la classe ouvrière, elle est subordonnée au contrôle de les managers, et la politique est devenue l'ombre des grandes entreprises sur la société. Notez qu'il articulait des idées qui étaient monnaie courante dans la classe ouvrière quelques années plus tôt. La même chose s'est produite avec son appel à l'élimination, au remplacement du féodalisme industriel par une démocratie industrielle s'autogérée. Fait intéressant, les intellectuels progressistes favorables au processus de rachat d'entreprises étaient également plus ou moins d'accord avec cette description de la situation. Woodrow Wilson, par exemple, écrivait que « la plupart des hommes sont les serviteurs des grandes corporations, qui constituent maintenant la plus grande partie des affaires du pays, dans une Amérique très différente de l'ancienne, qui n'est plus un lieu d'individualité. » Entrepreneurs, opportunités individuelles et réalisations individuelles, dans la nouvelle Amérique qui émerge, de petits groupes d'hommes contrôlent les grandes entreprises, détiennent le pouvoir, contrôlent la richesse, les opportunités d'affaires du pays, devenant les rivaux d'un même gouvernement, et saper la souveraineté populaire, exercée à travers un système politique démocratique. Bien que nous notons que cela a été écrit à l'appui du processus. Il a décrit le processus comme peut-être malheureux, mais nécessaire, s'alignant notamment sur le monde des affaires derrière. Les défaillances destructrices du marché des années précédentes, qui ont convaincu le monde. Des hommes d'affaires et des intellectuels progressistes qu'il fallait gérer les marchés et réglementer les transactions financières. Des questions similaires, très similaires, sont à la mode aujourd'hui sur la scène internationale. Par exemple, la réforme de l'architecture financière et des choses comme ça. Il y a un siècle, les grandes entreprises voyaient les droits des personnes garantis par une activité judiciaire radicale, une violation extrême des principes libéraux classiques. Ils ont également été libérés des anciennes obligations de s'en tenir aux activités commerciales spécifiques pour lesquelles ils étaient autorisés. Et encore. De plus, dans un important changement d'orientation, les juges ont incliné leur pouvoir en faveur des actionnaires, s'identifiant dans un partenariat avec le contrôle centralisé et avec la personne immortelle de l'entreprise. Ceux qui connaissent l'histoire du communisme reconnaîtront que ce processus est très similaire au processus qui se déroulait à l'époque, très tôt prédit, soit dit en passant, par les critiques de gauche, les marxistes de gauche et les critiques anarchistes du bolchevisme, des gens comme Rosa Luxemburg, qui avaient averti bien à l'avance que l'idéologie centralisatrice déplacerait le pouvoir de la classe ouvrière vers le parti, vers le comité central, puis vers le chef maximum, tout comme cela. S'est produit peu après la conquête du pouvoir d'État en 1917, qui détruisit à son tour le peu qui restait des principes et des formes socialistes. Les propagandistes des deux côtés préfèrent une histoire différente qui leur convient mieux, mais je pense que c'est la bonne. Depuis quelques années, les grandes entreprises lésinent sur des droits qui vont bien au-delà de ceux des individus. En vertu des règles de l'Organisation internationale du travail, les grandes entreprises exigent le respect du droit au traitement national. Cela signifie que General Motors, si elle opère au Mexique, peut exiger d'être traitée comme une entreprise mexicaine. Ce droit ne correspond qu'aux personnes immortelles, ce n'est pas un droit des personnes de chair et de sang. Un Mexicain ne peut pas aller à New York demander le traitement national et se le faire accorder, mais les grandes entreprises le peuvent. D'autres règles exigent que les droits des investisseurs, des prêteurs et des spéculateurs prévalent sur les droits des gens ordinaires, sapant la souveraineté populaire et les droits démocratiques. Les grandes entreprises, c'est bien connu, s'adaptent et agissent de multiples façons contre la souveraineté des États. Il y a des cas très intéressants.
Par exemple, au Guatemala, il y a quelques années, on a tenté de réduire la mortalité infantile en réglementant la commercialisation du lait en poudre pour enfants par les multinationales. Les mesures que le Guatemala proposait étaient adaptées aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et respectaient les codes internationaux, mais la Gerber Corporation a dénoncé une telle expropriation et la menace d'une plainte de l'Organisation mondiale du commerce a suffi au Guatemala pour retirer la proposition par crainte de mesures de rétorsion par les États-Unis. La première plainte en vertu des nouvelles règles de l'OMC a été déposée contre les États-Unis par le Venezuela et le Brésil, qui se sont plaints que les réglementations de l'EPA sur le pétrole violaient leurs droits en tant qu'exportateurs. À cette occasion, Washington a accepté, soi-disant par peur des sanctions, mais je suis sceptique quant à cette interprétation. Je ne pense pas que les États-Unis aient peur des sanctions contre le Venezuela et le Brésil, plus probablement l'administration Clinton n'a tout simplement pas vu de raison impérieuse de défendre l'environnement et de protéger la santé. Des questions obscènes de ce calibre apparaissent encore et encore avec force. Des dizaines de millions de personnes dans le monde meurent de maladies évitables à cause des mesures protectionnistes inscrites dans les règles de l'OMC, qui garantissent aux grandes entreprises privées le droit de fixer des prix de monopole. La Thaïlande et l'Afrique du Sud, par exemple, qui ont une industrie pharmaceutique, pourraient produire des médicaments salvateurs pour une fraction du coût du prix de monopole, mais ils hésitent par crainte de sanctions commerciales. En fait, en 1998, les États-Unis ont même menacé l'Organisation mondiale de la santé de retirer leurs quotas s'il leur venait à l'esprit de contrôler les effets des conditions commerciales sur la santé. Ce sont de vraies menaces. Ceux-ci sont tous appelés droits commerciaux, mais ils n'ont rien à voir avec le commerce. Elles sont liées à des pratiques monopolistiques de fixation des prix renforcées par des mesures protectionnistes incluses dans les accords de libre-échange. Ces mesures visent à sécuriser les droits des entreprises, ce qui a aussi pour effet de freiner la croissance et l'innovation, bien sûr. Ce ne sont là qu'une partie de la série de réglementations introduites dans ces accords qui ralentissent le développement et la croissance. Ce qui motive ces mesures, ce sont les droits des investisseurs, pas le commerce. Le commerce, bien sûr, n'a aucune valeur en soi. Il n'a de valeur que s'il augmente le bien-être humain. En général, le principe primordial de l'OMC et de ses traités est que la souveraineté et les droits démocratiques doivent être subordonnés aux droits des investisseurs. Concrètement, cela signifie que prévalent les droits de ce gigantesque peuple immortel, des tyrannies privées auxquelles le peuple doit se soumettre. Ce sont les raisons qui ont conduit aux actes remarquables de Seattle. En tout cas, le conflit entre souveraineté populaire et pouvoir privé s'est révélé beaucoup plus crûment quelques mois après Seattle, à Montréal, lorsqu'un accord ambigu a été conclu sur les bases du soi-disant protocole de biosécurité. Là, la question était claire. Citant le New York Times, un compromis a été atteint après d'intenses négociations qui ont souvent opposé les États-Unis à la quasi-totalité du monde en raison de ce qu'on a appelé le principe de précaution. De quoi s'agit-il ? Le chef de la délégation de l'Union européenne l'a décrit. C'était comme ça, les pays devraient avoir la liberté, le droit souverain, de prendre des mesures de précaution contre les semences, les microbes, les animaux et les cultures génétiquement modifiées qui sont soupçonnés d'être nocifs. Les États-Unis, cependant, ont insisté pour appliquer les règles de l'OMC. Ces règles stipulent qu'une importation ne peut être interdite que s'il existe des preuves scientifiques. Voyons où se trouve la cible ici. Ce qui est en discussion, c'est si les gens ont le droit de refuser de faire l'objet d'une expérience. Pour illustrer cela, supposons qu'un département de biologie d'une université entre ici et dise « Les gars, vous allez faire l'objet d'une expérience que nous devons réaliser. Nous ne savons pas où cela nous mènera. Je ne sais pas, pourquoi pas des électrodes dans le cerveau pour voir ce qui se passe. Vous pouvez refuser, mais seulement si vous pouvez apporter des preuves scientifiques que cela va nuire. Dans des conditions normales, nous ne serons pas en mesure d'utiliser de telles preuves. La question est la suivante. Avez-vous le droit de refuser ? Selon les règles de l'OMC, non. Vous devez être des objets de l'expérience. C'est une forme de ce qu'Edward Herman appelle la souveraineté du producteur. Le producteur règne, ce sont les consommateurs qui doivent se défendre d'une manière ou d'une autre. En interne, cela fonctionne, comme le souligne Herman. Ce n'est pas la responsabilité, dit-il, de l'industrie chimique ou des fabricants de pesticides de démontrer, de prouver, que ce qu'ils jettent dans l'environnement est sans danger.
Il est de la responsabilité du citoyen de démontrer scientifiquement que ce n'est pas le cas, et cela doit être fait par le biais d'agences publiques à faible budget, qui sont susceptibles d'être influencées par les pressions de l'industrie. C'est la question qui a été discutée à Montréal, et une sorte d'entente ambiguë a été conclue. Précisons qu'aucun des principes n'a été touché, et cela se voit simplement en regardant qui était présent. Les États-Unis étaient d'un côté de la table, rejoints par quelques autres pays ayant des intérêts dans les biotechnologies et les agro-exportations de haute technologie, et de l'autre côté se trouvaient tous les autres, ceux qui n'avaient aucun espoir de faire une part de l'expérience. Telle était la situation, et cela nous indique clairement de quel principe il s'agissait. Pour des raisons similaires, l'Union européenne est favorable à des droits de douane élevés sur les produits agricoles, tout comme elle l'a fait. USA il y a 40 ans, pas plus, et non pas parce que les principes ont changé, mais parce que le pouvoir a changé. Il existe un principe non écrit qui dit que les puissants et les privilégiés devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, en utilisant bien sûr de nobles motifs. Le corollaire est que la souveraineté et les droits démocratiques du peuple dans ce cas doivent passer de l'être, et c'est ce dramatique, hésite à faire l'objet d'expériences alors que les grandes entreprises américaines peuvent obtenir une part de l'expérience. L'invocation par les États-Unis des règles de l'OMC est tout à fait naturelle, puisqu'elle codifie ce principe, et c'est fondamental. Ces enjeux, bien qu'ils soient bien réels et touchent un grand nombre de personnes dans le monde, sont en fait secondaires par rapport à d'autres manières de réduire la souveraineté au profit du pouvoir privé. Je pense que le plus important a probablement été le démantèlement du système de Bretton Woods au début des années 1970 par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres. Un tel système a été conçu par les États-Unis et le Royaume-Uni dans les années 1940, des années de soutien populaire écrasant aux programmes de protection sociale et aux mesures démocratiques radicales. C'est en partie pourquoi le système de Bretton Woods du milieu des années 1940 réglementait les taux de change et permettait de contrôler les flux de capitaux. L'idée était de freiner la spéculation pernicieuse à grande échelle et de restreindre la fuite des capitaux. Les raisons étaient claires et articulées de manière diaphane. La libre circulation des capitaux crée ce que l'on a parfois appelé un « parlement virtuel » du capital mondial, qui peut exercer son droit de veto sur les politiques gouvernementales qu'il juge irrationnelles. 7. Cela implique des droits du travail, des programmes d'éducation ou de santé ou des politiques publiques pour stimuler l'économie ou, en fait, tout ce qui aide les gens et non les profits, et est donc irrationnel au sens technique. Le système de Bretton Woods a fonctionné pendant plus ou moins 25 ans. Une époque qui a été décrite par de nombreux économistes comme « l'âge d'or » du capitalisme moderne, capitalisme d'État moderne plus exactement. C'était une période, qui a duré jusqu'aux années 1970 environ, de croissance rapide, sans précédent historique, de l'économie, du commerce, de la productivité, de l'investissement en capital, de l'extension de l'État-providence, un âge d'or. Tout s'est effondré au début des années 70. Le système de Bretton Woods a été démantelé avec la libéralisation des marchés financiers et la mise en place de taux de change flottants. La période suivante a été qualifiée d'ère du plomb. Il y a eu une énorme explosion de capital spéculatif à très court terme, étouffant l'économie productive. Il y a eu une détérioration remarquable de chacune des grandeurs économiques, une croissance économique considérablement plus lente, une croissance de la productivité plus lente, ainsi que des investissements en capital, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, qui ralentissent la croissance, une plus grande volatilité des marchés, et crise financière. Tout cela a des effets très graves sur les gens, même dans les pays riches, salaires stagnants ou en baisse, heures de travail beaucoup plus longues, particulièrement remarquables aux États-Unis, et réduction des services. Par exemple, dans cette grande économie dont tout le monde parle, le revenu familial moyen est retombé à ce qu'il était en 1989, soit bien en deçà de ce qu'il était dans les années 1970. C'est aussi une période de démantèlement des sociodémocrates qui ont contribué à l'amélioration du bien-être humain. De manière générale, le nouvel ordre international imposé a accordé un plus grand pouvoir de veto au Parlement virtuel des investisseurs en capital investissement, entraînant un déclin significatif de la démocratie et des droits souverains, et une détérioration significative de la santé publique. Tout comme ces effets se font sentir dans les sociétés riches, ils sont catastrophiques dans les sociétés plus pauvres. Ce sont des effets qui traversent les sociétés, ce n'est pas que telle société s'est enrichie et que cette autre s'est appauvrie.
Les mesures les plus importantes concernent les secteurs mondiaux de la population. Ainsi, par exemple, en utilisant une analyse récente de la Banque mondiale, si nous prenons les 5% les plus riches de la population et les comparons aux 5% les plus pauvres, le rapport était de 78 pour une en 1988 et de 114 pour une en 1993, ceci étant la dernière année pour lesquelles des données sont disponibles, il est maintenant sans doute plus élevé. Les mêmes données montrent que les 1% les plus riches ont le même revenu que les 57% les plus pauvres, 2,5 milliards de personnes. Pour les pays riches, c'est clair. Un économiste bien connu, Barry H. Green, dans sa célèbre Histoire du système monétaire international a souligné, comme beaucoup l'ont souligné, que la phase actuelle de la mondialisation est assez similaire à la situation d'avant la Première Guerre mondiale, grosso modo. Cependant, il y a des différences. Une différence essentielle, explique-t-il, est qu'à l'époque, la politique gouvernementale n'était pas politisée par le suffrage universel masculin et la montée du syndicalisme et des partis ouvriers parlementaires. Par conséquent, les graves coûts humains de l'orthodoxie financière imposée par le Parlement virtuel pourraient être transférés à l'ensemble de la population. Mais ce luxe, en 1945, n'était plus disponible à l'ère plus démocratique de Bretton Woods, de sorte que les limites à la mobilité du capital ont été remplacées par des limites à la démocratie comme source d'isolation des pressions du marché. Il y a un corollaire à tout cela. Il est naturel que le démantèlement de l'ordre économique d'après-guerre s'accompagne d'une attaque contre la démocratie substantielle, liberté, souveraineté populaire et droits de l'homme, sous le slogan TINA, cette sorte de bouffonnerie grotesque du marxisme vulgaire. Le slogan, inutile de le dire, est une fraude. L'ordre socio-économique particulier imposé est le résultat de décisions humaines dans des institutions humaines. Les décisions peuvent être modifiées, les institutions peuvent être modifiées et, si nécessaire, démantelées et remplacées, tout comme les gens honnêtes et courageux l'ont fait tout au long de l'histoire. Terminé. Le contrôle de nos vies. Noam Chomsky.